Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon expérience, de vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis venue à vouloir accompagner euh, les parents, notamment les jeunes parents, mais pas que. Quand je me suis formée à la sophrologie, je voulais vraiment travailler avec les femmes enceintes. C'était mon objectif. Et les personnes euh, qui avaient besoin d'avoir des outils pour se sentir bien au quotidien, pour arriver à ne plus être angoissée. Personnellement, j'ai toujours été quelqu'un de calme, une petite fille calme, une ado calme, mais aussi avec plein de folie et aussi, surtout, très angoissée. Et donc, du coup, moi, ça m'a beaucoup servi la sophrologie, c'est comme ça que je suis venue à ça. Et quand j'ai découvert ce monde du développement personnel grâce à une amie qui était sophrologue, j'ai vraiment voulu m'y former parce que je trouvais ça juste merveilleux. Je me disais que on avait vraiment tous besoin d'avoir des outils pour nous sentir bien dans notre vie. Et donc quand je me suis formée, mon idée, comme je savais que ça pouvait aider beaucoup aussi les futures mamans pour leur accouchement, j'avais envie d'accompagner les futures mamans parce que j'ai toujours été fascinée par les femmes enceintes et mais l'accouchement, lui, m'a toujours stressée parce que je me disais oh, c'est génial d'être enceinte, ça doit être génial de porter la vie, mais donner la vie, l'accouchement en lui-même, ça me faisait peur parce que je me disais ça doit être douloureux, c'est horrible, les récits qu'on entend, toutes ces femmes qui ont eu mal. Donc ça, voilà, c'était quelque chose qui effrayait un petit peu. Je me disais, si en plus avec la sophrologie, on peut aider aussi les futures mamans à se sentir bien pour cette expérience, je trouvais ça génial. Donc, j'ai fait cette formation et petit à petit, je me disais, mais en fait, les enfants ont énormément besoin de ça aussi. Ils ont besoin qu'on puisse leur donner des outils très jeunes parce que je me disais, si finalement j'avais eu ça quand j'étais petite, j'aurais pu gérer toutes mes angoisses beaucoup plus tôt et peut-être vivre ça autrement. Donc j'ai travaillé avec les femmes enceintes quand j'ai commencé et avec les futures mamans. Donc c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et petit à petit, je me suis aperçue que c'était bien, les enfants, ils ont une capacité à se connecter. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, à l'imaginaire. Leur cerveau, il est fabuleux pour ça. Eux, en fait, ce qu'on leur propose en sophrologie, ils le font déjà naturellement. Alors que nous, on nous l'a enlevé. Petit à petit, on a oublié de vivre ça. Donc au final, on fait rien que leur révéler, en fait, leur mettre en conscience, c'est-à-dire qu'on appuie, on leur montre que ce qu'ils utilisent déjà, ça peut être utilisé consciemment. Et donc ça marchait très très bien. Et c'est vrai que les enfants, quand ils venaient, ils faisaient en général 2-3 séances et c'était réglé. Enfin, ils arrivaient à avoir des clés pour se sentir mieux et régler le petit problème qui les gênait, ou parfois même des gros problèmes, parce que pour eux ça paraît gros. Mais j'ai bien compris qu'en fait c'était surtout les parents en fait, à qui il fallait donner des outils pour se sentir bien et pour accompagner leurs enfants. Et donc moi, c'est ce que je faisais dans mes séances. À chaque fois que je proposais quelque chose aux enfants, je leur disais, allez, quand tu seras à la maison, tu le proposeras à papa et à maman, tu le feras avec eux, tu leur montreras, c'est toi qui feras le sophrologue. Et donc ça, ils adoraient les enfants forcément. Et qu'est-ce qui m'a amené à vraiment, parce qu'au final, j'ai eu des demandes quand j'aidais les enfants, ça m'est arrivé que les parents veuillent aussi suivre des séances après pour eux, mais c'était pas encore quelque chose que je faisais. Quand j'ai arrêté donc la sophrologie, le temps de m'occuper de ma fille, parce que c'était vraiment un besoin pour moi d'être auprès de ma fille. Je voulais être là, présente pour elle, jusqu'à ce qu'elle aille à l'école. Je voulais ne rien rater de sa vie et pouvoir lui apporter toute la sécurité dont elle avait besoin. Pour moi, le maternage, voilà, je le voyais comme ça. Vraiment être présente pour elle. Et en fait, c'est là que j'ai compris vraiment, et il y a du coup quelques mois, quand j'ai repris la sophrologie, vraiment, que j'ai compris le besoin énorme qu'avaient les nouveaux parents et les parents en général, parce que on avait tous des conditionnements liés à notre enfance. Et quand on est parent, on peut se dire plusieurs choses. On peut se dire soit je veux être comme mes parents, soit je ne veux pas du tout faire comme mes parents,
parce que ça ne m'a pas plu du tout. Moi, personnellement, je trouvais ça très bien. Comme j'avais été élevée, j'adorais. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé la sophrologie, ça m'a ouvert d'autres manières. Quand j'ai commencé à me renseigner sur comment accompagner les enfants, ça m'a ouvert des champs de possibles incroyables. Et j'ai pris connaissance d'éducation, de parentalité alternatives, on va dire, mais qui sont différentes de ce que la société fait en général. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment passionnée. Et je trouvais ça plus juste. En tout cas, c'était plus en accord avec mes valeurs, le fait de respecter un enfant, de le considérer comme un adulte, mais avec ses propres capacités et bien sûr ses évolutions. Parce que certes, il a autant de droits pour moi qu'un adulte. Ce qu'on ne ferait pas à un adulte, on ne doit pas le faire à un enfant. Même que c'est un enfant, c'est ma vision des choses. Mais par contre, il faut aussi prendre en considération les capacités de son cerveau. Parce que certes, il a les mêmes droits qu'un adulte, mais il n'a pas les mêmes compétences, entre guillemets, et capacités au niveau neurologique qu'un adulte. Jusqu'à 6 ans, il ne peut pas raisonner. Donc, pour moi, par exemple, on ne peut pas dire à un enfant qu'il essaye de nous manipuler ou que c'est un caprice, en tout cas pas jusqu'à 6 ans, parce qu'il n'a pas la capacité à raisonner vraiment comme un adulte. Donc, il n'a pas cette fourberie, entre guillemets, de vouloir faire ça. Donc déjà, quand on arrive à changer ça, et ça demande un travail intérieur, un déconditionnement de ce que nous avons vécu, de ce que la société véhicule au quotidien vis-à-vis des enfants. Quand j'ai compris ça, déjà, ça change les choses. On perçoit l'enfant différemment, donc on peut être plus dans l'empathie, on peut être plus dans l'écoute, et aussi dans l'écoute et dans la bienveillance envers nous-mêmes. Et donc moi, c'est ce que j'ai voulu pour ma fille, donc je me suis encore plus documentée quand j'ai été maman, et un petit peu avant d'être maman, pendant ma grossesse. Donc ma grossesse, je l'ai passée de manière nickel, j'étais bien préparée. Mon accouchement, je m'y étais préparée. J'ai fait un accouchement sans péridurale comme je le souhaitais. Ça a été douloureux. Ça a été long pour moi, même si c'était un temps d'accouchement normal pour un premier accouchement. Mais en tant que vécu, c'était long, parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. C'est ça le problème quand on est dans l'accouchement, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et on va dire que jusqu'à là, tout était pour moi dans ma vision des choses, dans mon rêve. Parce que depuis que j'étais petite, je rêvais d'être maman. Je rêvais d'avoir cette vie de maman. C'était vraiment le rôle de ma vie. Donc jusqu'à là, tout était parfait. Ma grossesse, c'était parfait. Même que j'ai eu 3 mois de nausées, que j'en pouvais plus, que tous les matins, je vomissais. Mais c'était pas grave. À la fin, j'avais des fois des décharges électriques dans l'aine parce que avec le poids, ça faisait ça. Mais c'était pas grave. L'accouchement, j'ai eu mal. J'ai accouché sans péridurale. J'ai eu mal. Il y avait la douleur. Mais ça a été juste une expérience incroyable. On était avec mon mari et ma fille et ma sage-femme et c'était juste génial. Franchement. Ça a été une sacrée expérience, on ne peut pas le cacher, mais ça a été une super expérience. J'ai adoré et je ne regrette pas. Et je suis ravie que mon mari ait été présent pour me pousser vraiment à aller au bout de mon projet. Donc ça me tenait à cœur. Et là, donc, j'ai vécu les premiers mois magiques. J'ai allaité ma fille, j'ai eu des crevasses. La nuit, je me réveillais pour lui donner le sein. Après, c'est elle qui me réveillait pour téter. Mais c'était quand même la vie que j'avais choisie. C'était la vie rêvée dont je rêvais depuis que j'étais petite. Et que je tannais mon mari pour vivre. Donc je vivais mon rêve. Et petit à petit, la fatigue a commencé à vraiment s'installer. On a aussi déménagé avec mon mari. Donc je me suis retrouvée dans un village un petit peu plus loin de là où j'habitais, où ma famille habitait, où mes amis habitaient. C'était pas loin du tout, mais j'étais un petit peu plus loin. Et à ce moment-là, il y a eu différentes choses. Donc ma fille a commencé à avoir des difficultés à lâcher prise pour s'endormir. Et moi aussi, j'avais des difficultés à lâcher prise pour la laisser ne pas dormir. Jusqu'au moment où je la portais, elle était
très souvent en portage et très souvent, elle s'endormait en portage. Donc je faisais ce que j'avais à faire et ça se passait bien. Allez savoir pourquoi, malgré ce que je savais, que je ne voulais pas obliger ma fille à quoi que ce soit, je ne voulais pas qu'elle dorme toute seule. Pour moi, le cododo, c'était totalement ok, ça ne me dérangeait pas. Mais allez savoir pourquoi je me suis mis en tête que pour qu'elle fasse un peu comme l'image des mamans, quoi. En fait, on pose le bébé, on le met dans sa chambre pour la sieste, et puis nous, on peut vaquer à nos occupations. Allez savoir pourquoi je me suis mis ça en tête. J'ai pas réussi à lâcher. Donc dès que je sentais qu'elle était fatiguée vite, je voulais qu'elle s'endorme. Donc je la prenais, j'essayais de l'endormir, ça a duré, elle s'endormait pas. Moi du coup je commençais à stresser parce que je me disais mais elle va manquer de sommeil, elle va pas être bien. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et donc du coup je sentais la pression qui montait et elle lâchait pas. Jusqu'au moment où déjà j'arrivais, je lâchais au final et je la mettais dans mon dos ou je la mettais devant, que ce soit l'un ou l'autre en portage. Je faisais ce que j'avais à faire et elle s'endormait. Et avec le recul, je me dis mais pourquoi finalement je n'ai pas fait ça dès le début? Pourquoi j'ai voulu à un moment donné, quand elle s'endormait, la poser? Forcément que ça l'angoissait, elle était petite. Et je savais que c'était pas ce que je voulais en plus. Je ne sais pas pourquoi. J'avais pas dû assez me déconditionner de ça, d'une pensée qui a dû créer ça, je ne sais pas pourquoi. Et ça m'a créé un stress pour rien. Alors que j'aurais très bien pu me faire confiance, continuer à la base comme je voulais et pas avoir... Ou alors lâcher, prendre conscience de ça. Mais j'étais dedans, j'étais dans une fatigue qui commençait à créer un cercle vicieux. Et voilà, j'arrivais pas à lâcher jusqu'à un moment donné où j'ai lâché. Donc il y a eu ça. Il y a eu le fait que ma fille aussi ne voulait plus prendre la voiture. Ce qui fait que comme elle pleurait, et que pour moi c'était inconcevable, pour mon propre bien-être, de la forcer à être mal dans une voiture pendant X temps, je profitais de promener dans la forêt, autour de chez moi, dans la nature. Et c'était très bien, elle était en portage, j'étais bien, je profitais de ce moment, c'était agréable. Mais du coup c'est vrai que il s'est installé un cercle vicieux, c'est-à-dire que j'ai commencé quelque part un peu à m'isoler, même si parfois j'appelais des amis ou j'appelais ma maman qui était très présente aussi, qui m'aidait énormément aussi le week-end pour mettre ma maison en état. Mais j'ai commencé, c'est vrai, à m'isoler parce que je me suis mis dans cette bulle avec ma fille qui était pour moi le plus important. Je me sentais bien là-dedans. Mais ce stress qui a commencé à arriver dû à la fatigue. Parce que du coup, la fatigue a commencé à s'installer. Ma fille continue toujours à se réveiller la nuit, très régulièrement. Je pense que je le savais, j'en avais conscience, mais je pense que le déménagement a joué beaucoup pour elle. Ça a fait un gros changement, puisque ça faisait 6 mois qu'elle était dans une maison. Elle est née, elle est arrivée dans cette maison. Là, on a déménagé, on est dans un autre environnement. Je continue à sortir comme je le faisais dans mon précédent. Mais du coup, la fatigue a commencé à s'installer. Et plus j'étais fatiguée, en fait, moi j'avais envie de faire deux choses. À chaque fois, je me disais, non, ben là, je vais profiter pour me reposer. Non, mais là, je vais profiter pour me reposer. Et en fait, à chaque fois, je me disais ça, sauf que finalement, j'arrivais pas à me reposer. Si j'arrivais à l'endormir, j'essayais de faire des choses pour ma maison. Et donc, au final, j'arrivais pas. J'arrivais pas à aller mieux parce que finalement, je ne faisais plus de choses qui me faisaient plaisir moi. Je faisais que des choses qui étaient obligées de faire ou pour ma fille. Et parfois, comme je n'arrivais pas à lâcher prise, c'était pas possible. Donc, je suis vraiment arrivée à me fermer. Et malgré ma joie d'être auprès de ma fille, de vivre la vie que j'avais envie de vivre, que j'avais choisi de vivre auprès d'elle, avec mon mari, dans ce village qui me plaît énormément, et bien malgré cela, j'avais quand même perdu la joie. Franchement, j'étais pas toujours joyeuse. J'étais souvent tendue, j'étais souvent épuisée. Mais je pense que c'était vraiment devenu un épuisement mental et même plus un épuisement physique. Alors certes, ma fille se réveillait parfois toutes les heures, quasiment toutes les nuits, toutes les heures.
mais elle se rendormait puisqu'elle tétait. Sauf que moi, parfois, je n'arrivais plus à me rendormir parce que j'étais dans une position, imaginez-vous passer la nuit, donc comme ça, à donner le sein, à sentir tétouiller. Alors au bout d'un moment, au début, oui, je me rendormais immédiatement quand elle tétait la nuit. Et puis petit à petit, en fait, ces tétouillages me dégrangeaient. Et petit à petit, j'ai même commencé à sentir de l'agacement quand elle tétait la nuit parce que je n'arrivais pas, je bloquais dessus et je n'arrivais pas à m'endormir. Et je ne sais pas si c'est ça d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai commencé à vivre de l'aversion à chaque fois que j'ovulais. J'ai eu mon retour de couche assez tard quand même. Ma fille avait 2 ans et 9 mois à peu près. Non, je dis une bêtise. 1 an et 9 mois. Et donc du coup, à chaque fois que j'ovulais, j'avais cette aversion. Je ne supportais pas qu'elle tète, mais je la laissais faire. Mais c'était très difficile pour moi. À l'intérieur, je me sentais vraiment très 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 tendue. Je prenais sur moi, parfois j'essayais de détourner mon attention sur autre chose. Et c'était compliqué. Et donc, ce cercle vicieux s'est installé. Plus je me sentais fatiguée, moins j'avais envie de faire de choses. Moins je faisais de choses, plus je me sentais épuisée. Et moins je faisais de choses qui finalement me ressourçaient. Alors que parfois, quand avec mon mari, on était invités et qu'on y allait quand même, malgré ma fatigue, que je me disais, bon allez, aujourd'hui c'est bon, on y va. Et bien au final, je ressentais pas cette fatigue. Et c'est là où je me suis dit, bah, c'est pas normal que finalement, là, alors que j'étais épuisée, j'ai pas plus dormi cette nuit, ou des fois j'avais même moins dormi. Mais je me sentais bien parce qu'en fait, je voyais des gens que j'aimais, je me sentais heureuse, entourée, et donc je me sentais ressourcée. Et c'était un moment qui m'avait ressourcée. Et donc petit à petit, j'ai pris conscience que j'étais vraiment dans un état critique où il fallait vraiment que je reprenne les choses en main dans ma vie. Mon mari me voyait tout le temps fatiguée, mal. C'était pas évident pour lui non plus parce que lui, il travaillait aussi, il se réveillait aussi parce que ma fille du coup pleurait. Quand elle pleurait, c'était pas évident pour lui. Donc la plupart du temps, elle se réveillait, juste elle tétouillait, elle le réveillait pas. Mais il y avait quand même un moment donné dans la nuit où elle pouvait faire du bruit et ça le réveillait. Donc du coup, lui aussi était fatigué. Quand il rentrait, au lieu de nous voir heureuse, voilà, il voyait qu'on était... que je pouvais être encore plus fatiguée, donc je n'étais pas forcément joyeuse, etc. Et donc j'ai commencé quand même à reprendre soin de moi, dans le sens où je me suis remis un peu à la sophrologie. J'ai repris du temps pour être vraiment présente, même si ça je le faisais parce qu'en chaque balade j'étais vraiment recentrée sur ma fille, sur moi. Mais là vraiment en dehors de ces temps-là, c'est-à-dire que quand ma fille pouvait faire sa sieste, j'essayais de faire quelque chose pour moi, de me sentir bien, de me ressourcer, de me reconnecter à des choses qui me faisaient du bien. Et j'ai eu un déclic à un moment donné avec une séance de sophro où je me suis dit non mais vraiment, c'est pas possible, il faut que j'arrive à me reconnecter à cette joie tout le temps. Quand je voyais ma fille, ça c'était quelque chose que je m'étais promis, chaque jour je voulais qu'elle rie aux éclats. Donc je faisais en sorte que ça arrive, qu'elle soit joyeuse. Et je me dis, il faut absolument que moi aussi je reprenne ça. Et donc j'ai commencé à mettre plein de choses dans ma vie comme ça pour me sentir bien. Et c'est comme ça que j'ai compris aussi. Donc j'ai même créé un groupe avec des amis qui sont dans la même optique de parentalité que moi. Où on partage tous les jours et où on se soutient mutuellement. Et ce soutien-là, je me rends compte à quel point il est important, à quel point aider les autres, donner des réponses aux autres, les accompagner, ça nous permet de nous sentir mieux, de nous sentir moins seuls et de prendre du recul sur nos propres situations. Et en fait, j'adore ça, j'adore pouvoir accompagner, réconforter, rebooster mes amies. J'adore aussi qu'elles puissent le faire pour moi et me sentir moins seule, de me dire ok, on est toutes dans les mêmes problématiques, donc du coup on peut échanger sur ça. C'est réconfortant d'être dans un groupe où on se comprend. Parce que quand on va parler de nos problématiques, mais avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, ou qui n'ont pas forcément les mêmes visions des choses, c'est compliqué. Parce que du coup, elles ne peuvent pas vraiment nous comprendre. Elles vont peut-être nous donner des conseils, ou dire non, mais parce que ce que tu fais, etc. Et du coup, on va être plus dans le jugement, on va avoir des injonctions, des conseils qui ne sont pas adaptés à nous. Alors que là, quand on se réunit avec des personnes qui ont la même problématique, la même vision des choses, qui ont la même envie, le même plaisir, et bien là, c'est toute une autre dynamique.
Et là, c'est ouais. Là, on peut avancer, là, on peut être compris, on peut accepter avec bienveillance ce qui nous arrive, on peut se booster, on peut avancer ensemble et dans nos valeurs. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de primordial. Et c'est comme ça que vraiment j'ai eu envie de proposer mes accompagnements, donc toujours pour les futures mamans, parce que ça me tient à cœur. Et ayant vécu moi-même un accouchement, je me sens encore plus dans cette énergie, dans cette dynamique de pouvoir accompagner ces futures mamans, de les aider à vivre leur accouchement comme elles en ont envie, le plus sereinement possible. Si elles désirent le faire sans péridurale, qu'elles puissent accueillir cette douleur, qu'elles puissent la gérer et que ça ne reste pas quelque chose comme une souffrance dans leur souvenir et même dans leur vécu. Et aussi, je me suis dit, les nouveaux parents, ils ont besoin qu'on les accompagne à ne pas être, pour ne pas être isolés, premièrement, à se sentir compris, à sentir qu'ils ne sont pas seuls, parce que on a l'image de cette parentalité où on doit être sur tous les fronts, on doit aller travailler, on doit laisser nos enfants, surtout de pas trop leur donner notre présence, les habituer à être séparés de nous. Moi, c'est pas comme ça que je perçois les choses. Je perçois les choses de manière à plus je vais donner à ma fille, plus elle va se sentir bien et plus elle sera en confiance. Et je vois que je suis présente, et quand on est avec d'autres enfants, elle se sent totalement en sécurité, elle va vers les autres, elle revient vers moi quand elle en a besoin. Mais elle sait que je suis là, donc elle n'a aucun problème à partir. Après, je ne dis pas de la laisser, ça c'est clair que c'est une autre histoire. Mais ça ne me dérange pas, elle a moins de 3 ans encore. Elle est petite, donc pour moi, je suis là et c'est ok. Et donc là, la société, c'est ça, il faut vite être séparé de son enfant pour l'habituer à notre absence. Il faut qu'il dorme très vite dans sa chambre tout seul. Il faut qu'il s'endorme tout seul. Alors que moi, c'est ok que ma fille ait besoin de ma présence pour s'endormir. Encore une fois, elle a moins de 3 ans. Elle joue à peine tranquille, seule, plusieurs minutes, mais elle a besoin de ma présence pour s'endormir. C'est normal. Même nous, on aime bien dormir avec quelqu'un. On n'est pas forcément à l'aise de dormir seul. On aime bien avoir la présence d'une personne qu'on aime près de nous. Et pourquoi eux, ce serait pas le cas? D'autant plus que eux, c'est une grande séparation, ce moment-là. Et donc, tout ce que la société fait autour de nous, ça nous envoie des injonctions, il faut faire ci, il faut faire là, alors que parfois, nous, notre instinct nous dit totalement l'inverse. Alors pourquoi on ne pourrait pas suivre ça? Pourquoi on ne pourrait pas se reconnecter à notre instinct, nous faire confiance à nos valeurs, savoir quelles sont nos valeurs, quelle parentalité nous avons envie de transmettre, les valeurs que nous avons envie de transmettre à nos enfants? Et ça, c'est important de le savoir, parce qu'une fois qu'on l'a en tête, qu'on arrive à travailler sur nous, sur notre bien-être, qu'on reprend soin de nous. Vraiment, moi, quand j'ai commencé à me remettre, bien sûr, au cœur du bien-être de la famille, je le fais encore, j'ai encore du travail et j'y travaille tous les jours, mais avec plaisir. Je travaille sur mes pensées, je travaille sur mes croyances, je travaille sur mon quotidien, sur mon organisation. Je suis quelqu'un de très désorganisé, je suis quelqu'un de très bordélique. Donc je travaille sur ça, j'essaye de changer mes pensées par rapport à ça, de mettre de nouvelles stratégies en place pour me sentir mieux, pour que le quotidien soit plus apaisé, pour que tout se passe un peu mieux. Et je vois que depuis, je revis la joie, je prends encore plus plaisir à mettre de la musique, à danser comme une folle avec ma fille, à faire des activités pour elle, à faire des activités pour moi, parce qu'avant je ne faisais que des activités pour elle. Maintenant je fais des trucs pour moi et je lui dis viens le faire avec moi. Ce qui a changé aussi, c'est qu'elle est plus grande. Maintenant elle est certainement un peu plus apaisée, donc quand elle va dormir avec son papa par exemple, et bien moi ça me laisse un peu plus de temps le soir pour faire des activités pour moi, pour me faire des choses qui me font du bien. Alors c'est clair que c'est très très rare, c'est peut-être parfois les moments où mon mari me dit est-ce que tu veux regarder un film? Mais autrement, je ne repasse plus de temps à regarder de films à la télé. D'abord, nous n'avons pas de télé. Et quand on doit regarder quelque chose, on le regarde sur un rétroprojecteur, on n'a plus de télé quoi. Voilà, on va se mettre un film, mais on n'a plus du tout de télé à la maison parce que je trouve que c'est une perte de temps. Notre enfant, on ne voulait pas qu'elle le regarde parce qu'elle était bien trop petite pour ça. Maintenant, ça lui arrive de regarder quelques épisodes de 5 minutes de petits dessins animés.
Mais encore, c'est parce que avec le confinement, son papa a voulu lâcher sur ça et bon, c'était ok. Mais voilà, ce sont des petits temps. À côté de ça, on est très présent, on lui propose des activités, on propose de quoi s'éveiller, participer à la vie de la maison. Ça aussi, c'était quelque chose que je m'étais mis une pression mais énorme. Je voulais tellement être parfaite, je voulais tellement gérer tout par rapport à son éducation, son éveil, son épanouissement, que je me suis épuisée à ça parce que j'étais tout le temps en réflexion, tout le temps, à vouloir reprendre, à vouloir réparer ce qu'on avait pu lui faire ou lui dire. Et c'était mais épuisant parce que les gens ne suivent pas, donc c'est compliqué. Alors maintenant, je prends le temps avec elle de revoir ce qui a été fait, ce qui a été dit et lui dire ok, on t'a dit ça, on t'a fait ça, c'était pas correct, c'est comme ça que ça se passe, ça c'est pas d'accord. Ça, on n'a pas le droit de te faire ça, on n'a pas le droit de te dire ça. Mais sur le coup, j'ai un peu plus lâché parce que j'étais tout le temps en tension. Et ça s'ajoutait à mon stress, à mon angoisse, à mon épuisement. Et ça enclenchait encore plus d'épuisement. Donc déjà, j'ai appris à lâcher prise sur ça aussi. Et sur les activités, parce que je voulais tellement lui proposer plein d'activités, en fait, que je faisais que ça, que chercher. Quand j'avais un peu de temps, je cherchais des nouvelles activités et tout. Alors qu'en fait, toute petite comme ça, et ça, je remercie Maya, de les lunettes de Maya qui en avait parlé et qui disait, mais en fait, avant 3 ans, ils n'ont pas besoin de faire des tonnes d'activités. Ce qui les intéresse, c'est la vie du quotidien. Et je me perçois que ma fille, ce qui lui plaît le plus, c'est de refaire ce que je fais moi au quotidien, de participer avec moi. Et c'est juste génial. Depuis qu'elle fait ça, mais voilà, elle m'aide à étendre le linge, elle m'aide à vider le lave-vaisselle, à le remplir, elle m'aide à cuisiner, elle m'aide à faire le ménage. Quand je fais le ménage, si elle n'est pas dans mon dos, elle le fait avec son petit balai à côté. C'est juste génial. Elle participe, on passe des moments ensemble de qualité, de présence, où on rigole, où on s'amuse. C'est juste le bonheur. Et c'est ça le bonheur. Je commence à revivre parce que je n'ai pas été assez préparée. Pourtant, je m'étais dit, c'est mon rêve. Être maman, c'est mon rêve. C'est mon rôle, c'est le rôle de ma vie. Et jamais je n'ai pensé que je pourrais faire une dépression postpartum, être en burn-out maternel. Je n'ai jamais pensé que je pourrais être mal. Je pensais vraiment que je pourrais être que au top de ma vie. Et c'est ce que j'ai vécu les premiers mois, c'est ce que j'ai vécu pendant ma grossesse. C'était juste l'apogée de ma vie. C'était là où je me suis sentie le mieux dans toute ma vie. Et après, petit à petit, ça s'est dégradé avec la fatigue parce que je n'ai pas pris... J'avais conscience de ma fatigue, de mon épuisement, mais je n'avais pas pris conscience de l'importance de prendre soin de moi. Mais de prendre soin de moi autrement qu'en voulant juste dormir. Je n'avais pas pris conscience de l'importance de m'apaiser, de réfléchir à ce qui se passait dans mes pensées, à ce qu'il y avait tout autour de ça. Je n'ai pas pris conscience de ça dans le moment. J'étais tellement dans mon épuisement, dans ce cercle vicieux, que je n'arrivais pas à en sortir. Jusqu'à ce que j'ai eu ce déclic et où je me suis dit, non, je ne veux pas continuer comme ça. C'était la vie dont je rêvais. Et mon mari me le répétait. C'est la vie que tu as choisie, c'est celle que tu rêves. Et c'est vrai, c'était la vie que j'avais choisie, c'était la vie dont je rêvais. Donc je devais, c'est pas que je devais, mais je pouvais choisir d'être heureuse puisque c'est ce que j'avais choisi. Et donc j'ai commencé à reprendre soin de moi, à être à l'écoute de mes propres émotions, de arrêter de tout vouloir contrôler, de tout contrôler sur moi, sur les autres. J'ai lâché prise vraiment. Je continue à travailler sur ça et à me sentir de mieux en mieux et à ressentir ce plaisir, ce bonheur d'être maman comme je l'avais rêvé. Et pas avec cette image de la Wonder Maman qui fait 300 000 activités, qui fait... tant mieux hein, si on y arrive, mais tant mieux. C'est génial. Mais voilà, qui va travailler 30, 40 heures, je sais pas, par semaine, qui laisse l'enfant peut-être travailler à la crèche ou en garderie. Ça, c'est pas moi, mais je trouve mon équilibre qui me correspond à moi. Pas en étant séparée de ma fille, en étant avec ma fille, en puisant de temps en temps aussi des moments de ressources seule. Quand le soir maintenant elle dort, je profite pour faire ce que j'ai à faire, pour écouter des vidéos sur le développement personnel, pour travailler sur moi, pour me faire des séances d'hypnose avec ma coach, pour évoluer, continuer à évoluer avec mes outils, avec ce que j'apprends, avec ce que j'ai envie de développer dans mon activité pour vous accompagner toujours au mieux aussi. Et c'est ce que j'ai envie de vous offrir, que vous puissiez vivre votre parentalité, votre maternité, votre vie de maman, de papa
comme vous en avez envie, comme vous l'aviez rêvé. Et en vous détachant de tous les conditionnements que vous avez depuis votre enfance, depuis aussi votre monde adulte, mais lié à la société, à ce qu'elle veut nous imposer. Voilà. Donc c'était juste ça, j'avais envie de vous partager mon expérience, mon vécu, j'y reviendrai certainement. Si vous avez des questions, que vous avez envie de partager avec moi, vos ressentis, je sais qu'on est très nombreux dans ce cas. Je sais que c'est très nombreuses mamans, très nombreux papas qui ont du mal à vivre cette arrivée d'un enfant, parce que c'est un chamboulement. Et même si on l'a rêvé, il se peut que ce soit très 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 compliqué. Il y a aussi la notion de la matrescence, qui est cette naissance de la maman, et qui est aussi, comme par exemple à l'adolescence, c'est le lien qui est fait, c'est que c'est un nouveau nous qui arrive, et il faut s'adapter à ça. Il faut retrouver son équilibre, il faut trouver sa place, et c'est pas évident. Et ça peut être un outil formidable que de travailler sur soi, d'être voilà, dans le développement personnel, de se faire accompagner quand on n'a pas forcément tous les outils. J'ai lu de très nombreux livres sur la parentalité, de très nombreux livres sur plein de sujets qui m'ont passionnée, mais tant qu'on ne passe pas à l'action, qu'on ne travaille pas sur soi, ça ne peut pas évoluer. Il faut vraiment qu'on travaille à l'intérieur pour que on puisse intégrer tout ça et que ça devienne notre réalité. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite et au plaisir de partager avec vous sur ce sujet.